Alors, je suis très heureuse d'accueillir Laurence Decoq, que j'ai le bonheur de présenter. Alors, Laurence Decoq est professeure d'histoire au lycée de Nanterre et chargée de cours en didactique de l'histoire à l'université de Paris Diderot. Elle est également vice-présidente du comité de vigilance face aux usages publics de l'histoire, qui est un comité créé par Gérard Noiriel, prix de l'Union rationaliste, 2020. Et il me semble qu'il y a pas mal de parenté dans le combat de Gérard Noiriel et dans le combat de Laurence Decoq, à qui, je l'espère, l'Union rationaliste un jour accordera son prix. Bon. Un peu plus tard. Alors, Laurence a produit, écrit de nombreux ouvrages. Je ne vais pas remonter avant 2017. Elle a publié en 2017 un ouvrage en 2 volumes qu'elle a co-dirigé et qui s'appelle La fabrique scolaire de l'histoire. En 2018, elle a publié Dans la classe de l'homme blanc, l'enseignement du fait colonial des années 1980 à nos jours. En 2019, elle a publié sur l'enseignement de l'histoire, débats, programmes et pratiques de la fin du 19e à nos jours. Peut-être je me trompe dans les dates, peut-être ça c'était en 2018. Bon, oui. Voilà. Et en 2020... Ça fait plein de prix possibles, hein, vous avez vu. Ça fait plein de prix. Hein. Il y a l'embarras du choix, là. Hein. C'est le prix unique du livre. C'est pas le même prix, ça. Alors, oui. Non, et en 2021, peut-être, je vais aller à l'ouvrage le plus récent et pas du tout le plus important, mais qui est un ouvrage vraiment très important, qu'elle a publié chez Agone, cette maison d'édition formidable marseillaise, qui a aussi publié une histoire populaire de la France de Noiriel, avec une équipe extrêmement active et militante. Elle a publié donc École publique et émancipation sociale en août 2021. Et cet ouvrage, Laurence, a eu un fort écho. Et je ne peux pas dire qu'il a propulsé Laurence tous azimuts dans les médias, mais quand même, je ne le dis pas parce que ça fait des années que Laurence milite pour la défense de l'école publique et pour une certaine idée de l'enseignement de l'histoire. D'ailleurs, nous l'avons reçue à l'antenne de l'Union rationaliste en 2019. Là-dessus, elle a également collaboré au numéro 210 de Raison présente, sur l'école et l'enseignement. Bon, donc ça fait des années que nous suivons attentivement le travail de Laurence et son attention particulière aux liens qui lui paraissent si importants comme à nous entre l'école publique et l'émancipation sociale. Voilà. Et le combat contre les inégalités et la reproduction des inégalités. Donc, je te laisse avec joie la parole pour développer l'idée qui est la tienne et qui est comment lutter à l'école pour une véritable émancipation et contre les inégalités sociales. Comment repenser l'école en ce sens ? Merci beaucoup, merci Emmanuel, merci à vous toutes et tous pour cette invitation. Je suis arrivée en retard parce que j'étais en cours, donc je n'ai pas pu entendre toutes les interventions. En revanche, j'ai entendu suffisamment de l'intervention précédente pour m'y référer aussi et peut-être entrer en dialogue avec ce que vous avez dit, notamment en commençant peut-être aussi par mettre
beaucoup de politique dans mes propos et en discutant une présentation, à mon sens, très partiale de ce que vous avez appelé les sciences, et en particulier en remettant dans le débat peut-être un petit peu de réflexion sur ce que sont les sciences dites humaines et sociales, qui elles aussi ont une place dans la pensée rationnelle. Alors, je suis la dernière intervention, c'est ça ? Donc, je vais essayer de vous faire une sorte de, de réflexion un peu systémique sur ce que je qualifie d'école Blanquer, une sorte de diagnostic, si vous voulez, qui me permettra dans un second temps de faire des propositions que l'on pourrait qualifier de propositions de réparation, puisqu'en effet, je pense que l'école est mal en point après ces 5 années de quinquennat, mais 5 années de quinquennat, 5 années, c'est forcément un quinquennat, qui ont été précédées d'un certain nombre aussi d'années qui n'y ont pas forcément fait du bien. En tout cas, l'école est assez mal en point, et je voudrais essayer de vous en proposer une vision, oui, systémique, ou du moins un petit peu panoramique, c'est-à-dire ne me cantonnant pas ni au lycée, ni à l'école primaire, ni au collège, mais en vous montrant qu'il y a bien, à mon sens en tout cas, une cohérence dans ce que l'on peut appeler l'école Blanquer, parce que Jean-Michel Blanquer est un ministre qui connaît parfaitement bien le système éducatif. Ce n'est pas un DRH de L'Oréal, comme Luc Châtel par exemple, qui a été parachuté ministre de l'Éducation nationale. C'est quelqu'un qui était dans la maison Éducation nationale depuis très longtemps, lorsqu'il a été nommé ministre de l'Éducation nationale. C'est quelqu'un qui a eu plusieurs fonctions, qui a été directeur général de l'enseignement scolaire sous Nicolas Sarkozy, qui a été 2 fois recteur, et qui donc, si vous voulez, connaît véritablement la maison. Et je dis ça parce que lorsque Jean-Michel Blanquer prend ses fonctions en 2017, il a publié un ouvrage l'année précédente qui s'appelle L'école de demain, et il faut lui reconnaître une application à la lettre de tout ce qu'il avait annoncé dans son livre L'école de demain. Donc nous n'avons pas affaire à quelqu'un de pragmatique, nous n'avons pas affaire à quelqu'un qui s'adapte bon an mal an à une ambiance et qui prend un petit peu le pouls de son ministère et qui essaie de comprendre un peu comment fonctionne cette grande maison, ce mammouth avec ses profs toujours réfractaires, ses syndicats qui ne pensent qu'à pester, etc. Non, nous avons affaire à quelqu'un qui arrive avec un projet, qui arrive avec un programme. Vous pourrez lui conseiller autant de fois que vous voulez de consulter les enseignants. Il vous dira que bien sûr, il va consulter les enseignants. En réalité, il n'en a strictement rien fait pendant 5 ans, ce qui veut dire aussi quelque chose. Donc, qui arrive avec un programme et qui applique à la lettre son programme. Cette école Blanquer, dans mes travaux, je la qualifie d'une école de la contre-démocratisation. J'utilise ce terme de contre-démocratisation, évidemment au miroir d'un terme que vous connaissez bien, qui est celui de démocratisation scolaire, que l'on pourrait définir de la sorte. Alors je vais donner ma définition de la démocratisation scolaire, mais vous savez, la formule de la démocratisation scolaire et l'idée de démocratisation scolaire, c'est très débattu. Par exemple, pour moi, la démocratisation scolaire, ça ne veut pas forcément dire faire réussir tous les élèves. Pourquoi ça ne veut pas forcément dire ça ? Parce qu'il y a dans l'idée de réussite quelque chose qui est, à mon sens, socialement construit et qui réfère à ce qu'une société qualifie à un moment donné de réussite. Mais pour le dire autrement, on pourrait tout à fait imaginer, voire même rêver, d'une société dans laquelle un CAP mécanicien soit une véritable réussite, ce qui n'est pas le cas, puisque nous l'avons maintes fois rappelé, une terminale scientifique ou des options scientifiques sont aujourd'hui beaucoup mieux considérées qu'un CAP de mécanicien. Donc je ne fais pas mienne la formule de réussite scolaire, mais je vous propose comme définition de démocratisation scolaire l'idée de rendre possible pour tous les élèves le fait d'accomplir la trajectoire scolaire de leur choix.
Et en insistant bien sur cette idée de trajectoire scolaire, qui ne lui donne pas une orientation précise, en insistant aussi, surtout, ce qui est plus important, sur l'idée du choix. Puisque la sociologie de l'éducation l'a montré maintenant il y a de nombreuses années, aujourd'hui, il n'y a pas forcément pour tous les élèves, en tout cas il y a des facteurs très socialement différenciés entre des élèves qui font des choix raisonnés, en particulier d'options à partir de la seconde au lycée en mathématiques, des élèves qui connaissent très bien le fonctionnement, le système des fils de profs, mon propre enfant, je parle de moi par exemple, des élèves qui savent exactement en réalité quelles options ils doivent prendre, pour quel chemin ils doivent prendre s'ils veulent faire telle ou telle étude, donc des élèves qui sont socialement fort dotés comme on dit, et puis au contraire des élèves plus défavorisés, ceux avec lesquels moi j'ai travaillé pendant de longues années, des élèves issus de milieux populaires, des élèves qui ne connaissent pas forcément tous les secrets de l'administration de l'éducation nationale, des élèves qui ont des parents parfois qui ne parlent pas français, des élèves qui viennent parfois d'arriver en France et qui eux vont faire des choix beaucoup moins raisonnés et qui vont pour certains d'entre eux être orientés dans des voies qu'ils n'auraient pas forcément choisies s'ils avaient bien connu les rouages de la machine. C'est pour ça que j'insiste sur l'idée de trajectoire scolaire de leur choix, parce que je pense qu'il y a là quelque chose de profondément démocratique. Donc si on accepte que la démocratisation scolaire réponde à cette définition, je vais essayer de vous donner quelques exemples pour justifier ma formule d'école de la contre-démocratisation scolaire de Jean-Michel Blanquer. Des exemples, il y en a plein. Et des exemples de cette nature, il faut les trouver de la maternelle à l'université, comme le rappelait fort justement Emmanuel, et pas simplement au lycée. Ça nous a été, alors il y a des physiciens, excusez-moi, je vais faire une image, je sais, elle vaut ce qu'elle vaut, vous me direz si vous êtes d'accord avec, mais pendant longtemps, souvent je dis la crise sanitaire a été une sorte de précipité, c'est-à-dire qu'elle a été un révélateur en fait de tous les dysfonctionnements de l'école publique. Révélateur au sens où les dysfonctionnements étaient déjà là, mais vous voyez, on a ajouté un petit truc et puis boum, ça a été rendu véritablement évident. Donc, je ne sais pas si ça colle comme image, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça ? La crise sanitaire nous a montré quoi ? D'abord, elle nous a montré quand même que, contrairement à un discours, nous n'étions pas du tout prêts. C'est pas grave, je veux dire, personne n'était prêt, mais inutile de proclamer sur toutes les chaînes « nous sommes prêts » lorsque nous ne sommes pas prêts. En particulier, si vous voulez, personne n'était prêt à assumer cette autre formule absolument terrible de continuité pédagogique, comme s'il pouvait y avoir une continuité pédagogique sans relation humaine entre un enseignant et ses élèves. Donc nous n'étions évidemment pas prêts à la continuité pédagogique, et il est donc arrivé ce qui devait arriver, c'est-à-dire que nous avons laissé sur le chemin, notamment dans les milieux populaires, et ce sont des statistiques de la DEP, dans certaines zones d'éducation prioritaire, on a perdu jusqu'à 19% des élèves. 19% des élèves ont décroché pendant cette période de confinement. On sait aussi que les effets du confinement ont été de manière générale sur les inégalités scolaires absolument énormes, et en particulier chez les enfants les plus défavorisés, parce qu'on a aussi mis au jour, cette crise sanitaire en tout cas a mis au jour, le différentiel par exemple d'équipement en matériel, et évidemment cette continuité pédagogique n'était possible que si les élèves avaient chez eux un ordinateur, s'ils avaient mieux encore une chambre à eux, s'ils avaient mieux encore une connexion, et donc la possibilité de se connecter quotidiennement, et évidemment ce n'est pas du tout le cas. Donc cette crise sanitaire a révélé les fractures de différentes natures, fractures sociales, fractures territoriales, de façon extrêmement criante, ce qui a été très peu reconnu publiquement par un ministre qui, entre ces formules choc de nation apprenante, de continuité pédagogique et de nous sommes prêts, nous a en plus envoyé des formules extrêmement méprisantes. Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'on nous a quand même accusés d'aller ramasser les fraises parce que nous étions en vacances. Bref, donc une crise sanitaire, si vous voulez, qui a révélé quand même
même un certain nombre de dysfonctionnements de l'école, très concrètement aussi, pour ceux et celles qui n'enseignent plus mais qui ont enseigné, ça va vous parler. Des protocoles sanitaires absolument infaisables. Pourquoi des protocoles sanitaires infaisables? D'abord parce que les établissements scolaires sont ruinés, donc ils n'avaient de toute façon pas de quoi acheter le gel, les trucs pour désinfecter, etc. Ensuite, parce que essayer de faire de la distanciation sociale en lycée à 38 élèves par classe, vous m'en direz des nouvelles. Ensuite, parce que les établissements, de toute façon, n'ont pas les moyens de s'organiser pour qu'il n'y ait pas de brassage entre les classes. Donc, les écoles sont devenues évidemment des viviers à virus, des viviers de transmission, mais jusqu'à il y a encore récemment, il était dit que l'école n'était pas un lieu de transmission. Bref, je pourrais donner un certain nombre d'exemples issus de cette crise sanitaire, mais déjà, vous en avez un petit échantillon. De manière beaucoup plus large, puisqu'on pourrait me dire, mais c'est conjoncturel, n'importe quel ministre s'en serait mal sorti pour gérer la crise sanitaire, ça n'a rien à voir avec Jean-Michel Blanquer. Et sans doute est-ce vrai. T'es pas obligé de continuer à dire que tout va bien, mais c'est vrai que la situation était exceptionnelle et que tant qu'à faire, on pouvait tout à fait le reconnaître. Donc de manière beaucoup plus structurelle et sur un temps plus long, pourquoi qualifier cette école de Blanquer d'une école de la contre-démocratisation? Vous savez, lorsque l'école de la République, comme on dit, a été mise en place par Jules Ferry en 1880-82, ce qui historiquement est en réalité faux, parce qu'elle était déjà un petit peu en place, et puis surtout elle a mis beaucoup plus de temps pour se mettre en place. En tout cas, il y a eu une volonté, même si tout ça était qu'un cas, il y a eu une volonté de bâtir une école commune, une école qui accueille tous les enfants, une école qui s'ouvre à l'ensemble des enfants de France, y compris donc les enfants des milieux ouvriers, y compris surtout les enfants des milieux paysans. Il y avait cette volonté qu'on pourrait qualifier de démocratisation scolaire. Bon, mais cette décision politique a souffert, à mon sens, d'un premier péché originel, qui est que Jules Ferry n'a pas été jusqu'au bout de son affaire, dans la mesure où il a laissé ouvert ce qu'on appelait à l'époque les lycées, c'est-à-dire des écoles publiques payantes pour les familles de la bourgeoisie qui mettaient leurs enfants du CP jusqu'à la terminale. Ça s'appelait le lycée, mais ça commençait au CP jusqu'à la terminale. Pourquoi est-ce que je parle de péché originel? Parce que le fait d'avoir laissé cette voie parallèle aux enfants de la bourgeoisie a eu comme effet, évidemment, que les enfants de la bourgeoisie ont continué, eux, à utiliser ces écoles qui étaient des écoles ultra sélectives. Et cette coexistence de voies parallèles, c'est à mon avis un grand impensé de l'école de la République. Cette coexistence de voies parallèles est à mon sens le premier frein à la possible démocratisation scolaire. À partir du moment où vous laissez la possibilité aux familles qui sont les familles les plus privilégiées de déroger aux règles de l'école commune, d'une école qu'on pourrait qualifier de masse, évidemment qu'ils vont saisir cette opportunité. Et à partir du moment où vous donnez l'opportunité à certaines familles les plus aisées d'entrer d'une certaine manière en dissidence avec le projet de l'école publique, eh bien vous contribuez à fabriquer une forme de ségrégation qui s'auto-alimente. Et c'est les raisons pour lesquelles les grandes décisions de démocratisation scolaire sont des décisions qui ont toujours tenté de réduire l'existence de ces voies parallèles. Jean Zay en 1936, auquel se réfère pourtant Jean-Michel Blanquer, Jean Zay en 1936 est un ministre qui a tenté de réduire ces voies parallèles en supprimant par exemple ces lycées payants. Le collège unique, c'est l'exemple le plus connu et le plus récent, est une réforme qui a concentré en un seul collège 3 collèges. Et en fait, on sait très bien que n'importe quelle décision, pour qu'elle soit véritablement de l'ordre de la démocratisation scolaire, doit toujours aller dans le sens d'une rencontre obligatoire entre des enfants, tous les enfants, quelles que soient leurs origines sociales. Le projet Blanquer a consisté à faire l'inverse. Le projet Blanquer a consisté à alimenter l'existence de ces voies parallèles. Je vous donne un exemple, mais ça a été dit tout à l'heure, le fait par exemple de favoriser de façon extrêmement criante l'école privée sous contrat. On a chiffré que sous le ministère Blanquer, des cadeaux à l'école privée avaient été faits, c'était sans doute l'un des ministères qui a le plus arrosé l'école privée. Un exemple tout simple, la scolarisation obligatoire
obligatoire à l'âge de 3 ans. Vous allez me dire quel est le rapport. La scolarisation obligatoire à l'âge de 3 ans, elle est, après tout, pourquoi pas, hein. Moi, je veux dire, je suis pas du tout contre la scolarisation obligatoire, et 3 ans à 18 ans, ça m'irait parfaitement bien. Mais en l'état des lieux du système scolaire et des lois qui le régissent, il existe aujourd'hui une loi qui oblige l'État à financer des écoles privées lorsqu'il n'y a pas d'écoles publiques à proximité. Or, que se passe-t-il pour la scolarisation des enfants de 3 ans? La plupart des enfants de 3 ans, même s'il n'y avait que en métropole, on estime à peine 10% d'enfants de 3 ans non scolarisés, mais en Outre-mer, on est à 25%. La plupart des enfants de 3 ans scolarisés ont été scolarisés dans des écoles privées. Vous voyez, donc c'est par exemple, c'est un exemple parmi d'autres de cadeaux faits au privé. Il y en a d'autres. Deuxième exemple dont on n'a pas reparlé, mais qui est absolument édifiant, la décision de créer ce qu'on appelle des EPLEI, décision qui a été prise par la loi dite École de la confiance. Ce sont des écoles destinées uniquement aux enfants d'ambassadeurs, aux enfants de grands commis de l'État, aux enfants qui veulent avoir un enseignement international. Ce sont des écoles qui coûtent évidemment la peau des fesses, hein. Il va y en avoir une à Marseille, il va y en avoir une à Paris, et encore une fois, on se demande pourquoi on aurait besoin à nouveau d'une nouvelle voie parallèle, hein, à destination d'une catégorie particulière d'élèves. Donc vous voyez deux exemples, hein, qui illustrent à mon sens ce souci de ne pas être dans une logique justement de réduction des voies parallèles. Autre exemple d'une école de la contre-démocratisation, cette mise au pas, on pourrait dire, de l'école primaire, et ici il y a des anciens instituteurs, institutrices, vous le savez, à quel point la liberté pédagogique des enseignants en primaire n'a jamais été autant attaquée. Lorsque vous discutez avec des enseignants de primaire, ils vous disent qu'ils n'ont jamais reçu autant de circulaires leur demandant d'enseigner à lire comme ça, d'enseigner les mathématiques comme ça, et donc de complètement faire fi de leur expertise professionnelle, encore une fois évidemment sans avoir eu aucune consultation en amont, hein, mais uniquement en répondant aux directives d'un conseil scientifique, mais qui s'est substitué à l'existant sans que personne ne soit consulté, et qui est arrivé avec des directives qui sont extrêmement caporalisantes et qui ont généré beaucoup de souffrance. Une école de la contre-démocratisation, c'est aussi une école qui passe son temps à évaluer. Madame le rappelait tout à l'heure, évaluer des CP plusieurs fois par année par des évaluations nationales, mais c'est pas que les CP, hein, ce sont d'autres classes aussi. Passer son temps à crier évaluation, évaluation, évaluation pour pouvoir faire des statistiques, remplir les statistiques de l'ADEP et arriver à des résultats aussi étonnants en effet que la différenciation de genre ou la différenciation selon le milieu social, c'est tout simplement mettre du stress et institutionnaliser un rapport tout simplement de concurrence, d'émulation par la concurrence, et quelque chose qui à mon avis va à l'encontre complètement de ce que l'on pourrait défendre en termes d'émancipation, j'y reviendrai. C'est une école que je qualifierais volontiers d'une école de la maltraitance. Maltraitance des élèves et maltraitance des enseignants. Maltraitance des élèves parce que, je suis désolée, mais les lycéens ne vont pas bien, les enfants ne vont pas bien non plus, et de telles économies ont été faites sur, par exemple, les assistantes sociales, les conseillères d'orientation, les médecins scolaires, qu'en réalité, nous sommes aujourd'hui avec des élèves qui parfois sont en grande détresse psychologique et que nous ne pouvons absolument pas accompagner. Maltraitance des enseignants du point de vue, ça a été rappelé à raison, de leur rémunération absolument honteuse au regard des autres pays, mais pas seulement, hein, au regard aussi des conditions matérielles dans lesquelles ils exercent, 38 élèves par classe, 40 élèves par classe, des dotations horaires qui sont en train de tomber et qui sont encore en train d'être réduites en peau de chagrin. Maltraitance également des lycées professionnels, on n'en parle jamais, j'aimerais qu'on parle quand même des lycées professionnels qui scolarisent une bonne partie des élèves. Des lycées professionnels, vous peut-être le savez-vous, mais auxquels on a sucré récemment 30% des matières générales, c'est-à-dire que ce sont des élèves qu'on estime
j'estime non digne d'avoir des enseignements dans les matières générales. 30%, c'est quand même un tiers en moins, c'est énorme, hein. Les matières générales, c'est les mathématiques, le français, l'histoire-géographie, etc. Dans l'indifférence générale, parce que le lycée professionnel n'intéresse personne, et bien ça aussi, moi j'estime que c'est véritablement du mépris social. Et puis bien sûr, mais comme je voudrais passer au positif, parce qu'il paraît que la personne qui a parlé avant moi était un peu négative, donc je vais quand même essayer de faire des propositions, mais malheureusement je suis bien obligée de vous faire ce que je pense être un bilan assez effectivement alarmant. Dernière chose que l'on pourrait prendre comme exemple, c'est, j'ai perdu le fil, j'ai fait une parenthèse, j'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire, lycée pro, etc., école de la surveillance. Ah oui, dernier fil que je voulais vous dire, dernier exemple que je voulais vous donner, une école qui fonctionne. Ah oui, pardon, c'est Parcoursup. Voilà, ça y est, je retourne mon truc. Évidemment, Parcoursup. Bon, vous connaissez. Donc, pour moi, Parcoursup, c'est vraiment l'instrument de la maltraitance des jeunes par excellence. Je vous redéfinis pas les choses. Pourquoi je pense que c'est une maltraitance? Parce que c'est un instrument qui retire à la jeunesse, à 17 ans, à 18 ans, le droit à l'erreur. Voilà. Et je trouve ça particulièrement délétère d'imposer aux jeunes de devoir se déterminer sur leur avenir de manière aussi précoce et sans avoir aucune possibilité ensuite de changer. Non seulement je trouve ça difficile pour eux, je trouve ça maltraitant, mais là aussi parce que ça a un caractère extrêmement discriminant sur le plan social, puisqu'on sait qu'il fut un temps quand même, et moi j'ai eu des étudiants qui sont devenus professeurs d'histoire-géographie après un bac pro, j'ai eu des étudiants qui ont fait des bifurcations de carrière particulièrement intéressantes parce qu'ils ont eu des accidents de scolarisation quand ils étaient jeunes et parce qu'ils ont eu envie en revanche de poursuivre des études, et ça n'est plus possible. Voilà. Et Parcoursup, c'est aussi un outil que l'on remplit mieux quand on est très bien accompagné, en particulier quand on appartient dans des familles qui connaissent aussi parfaitement bien son fonctionnement. Donc là aussi, on a un outil de discrimination sociale qui me semble très important. Donc, le bilan n'est effectivement pas très réjouissant, je m'en excuse, hein, j'en vois qui font des grimaces, peut-être que la discussion sera vive, mais en tout cas, je vous donne mon avis sur le sujet, et je pense, et je ne suis pas du tout quelqu'un d'alarmiste, hein, on ne se connaît pas encore, mais sachez que je ne suis pas quelqu'un de décliniste, hein, je ne passe pas mon temps à dire c'était mieux avant, hein. Moi j'ai au contraire passé des années à dire battons-nous, il y a toujours quelque chose d'intéressant à faire, même dans un état, même dans une école qui dysfonctionne, hein, parce que l'école évidemment dysfonctionne, l'école publique, j'ai passé mon temps à dire ça, et aujourd'hui je suis obligée de regarder quand même quelque chose qui de mon point de vue ressemble d'assez près à des ruines. Voilà. Donc je le dis aussi avec beaucoup de solennité, particulièrement parce que c'est la première fois que je le diagnostique avec autant de gravité. Alors pour autant, est-ce qu'on laisse tomber ou est-ce qu'il y a des choses à faire pour essayer de réparer cette école publique? Évidemment, on laisse pas tomber, hein, sinon je serais pas là en train d'essayer d'y réfléchir avec vous. Et évidemment, il va falloir essayer de se défendre un petit peu jusqu'au bout. Et je voudrais vous donner quelques pistes qui vont être l'occasion d'une discussion justement sur le caractère émancipateur des sciences. Parce que je vous ai parlé de démocratisation et je ne vous ai pas encore parlé d'émancipation. L'émancipation, mon livre s'appelle École publique et émancipation sociale. L'émancipation est un mot qui est effectivement un mot absolument prégnant, hein, absolument majeur pour penser, je crois, l'objectif les finalités de l'école publique. C'est un mot qui est galvaudé, hein. C'est un mot qui avait disparu, d'ailleurs il faudrait refaire un itinéraire de ce mot. C'est un mot qui avait un peu disparu, à part dans des milieux très à gauche où on était tendance syndicale, école émancipée, émancipation, etc. C'était vraiment un mot marqueur de la gauche. Et puis il est réapparu, et il est réapparu à droite parce qu'il a fait l'objet d'une récupération néolibérale assez intéressante. Aujourd'hui, vous entendrez parler d'émancipation individuelle par tout le monde, y compris par Jean-Michel Blanquer, y compris par Emmanuel Macron. L'émancipation, c'est devenu la libre entreprise de soi. Donc il faut, d'une certaine manière, se prendre en main et puis apprendre à se dépasser, hein, et c'est ça l'émancipation. Alors évidemment, moi, c'est pas celle-là dont je parle dans mon livre, hein, c'est pas celle qui m'intéresse. La néolibéralisation de l'école, c'est encore un autre sujet. Je pense que c'est un frein à l'émancipation sociale, donc c'est évidemment pas celle-ci qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est une émancipation sociale d'un
point de vue, on va dire, presque utopique, parce que je fais partie des gens qui considèrent qu'il faut injecter dans le débat public de l'utopie. C'est très important. Une petite parenthèse, hein, mais aujourd'hui, les discours radicaux qu'on injecte dans le débat public, c'est l'extrême droite qui le fait. Hein, donc c'est des discours de la dystopie. Alors eux, ils s'embêtent pas, hein, ils se demandent pas si c'est possible, pas possible, ou est-ce qu'il faut y aller doucement, etc. Non, non, ils y vont avec vraiment le rouleau compresseur. Et nous, à gauche, on est là avec aucune proposition, aucune vision. Donc voilà, moi je fais partie des gens qui pensent qu'il faut injecter dans le débat justement des formules qui relèvent de l'utopie. Alors l'émancipation sociale, c'en est une. L'émancipation sociale, lorsqu'elle est pensée par des penseurs utopistes, je pense par exemple à Paulo Freire, qui était un pédagogue au Brésil, il a une définition de l'émancipation sociale qui est assez intéressante. Il dit voilà, l'émancipation sociale opère en deux temps. Le premier temps, c'est la conscientisation des rapports de domination, c'est-à-dire la conscientisation du fait qu'il existe dans une société des dominants, des dominés, et que le dominé doit se conscientiser comme dominé, et que le dominant doit se conscientiser comme dominant. C'est la première phase, hein, c'est-à-dire la prise de conscience, en fait, que dans les interactions sociales se jouent des rapports de domination. Et la deuxième phase, dit-il, ce n'est non pas faire en sorte que le dominé ait envie de passer dans le camp des dominants, ça c'est la vision néolibérale, hein, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus de domination. C'est ça l'émancipation sociale, c'est-à-dire de viser l'abolition des dominations, donc de viser un système qui soit véritablement un système de justice sociale. Je pense que l'école publique a tout à gagner à remettre sur la table ses objectifs de justice sociale, à remettre sur la table ses fondements, ses piliers qui font qu'elle a été conçue, même si ça n'a jamais véritablement fonctionné, elle a été conçue, cette école, pour permettre à l'ensemble des enfants, quels qu'ils soient, justement de pouvoir à la fois être dans une société, mais aussi bâtir une société de demain qui soit une société plus juste, précisément parce que la rencontre initiale se sera faite dans le cadre d'un commun. Je pense que nous devons réaffirmer ce qu'on pourrait qualifier de vision. Quelle est notre vision de l'école publique? Aujourd'hui, si vous écoutez les candidats à la présidentielle, parce qu'évidemment les moments de présidentielle sont toujours des fenêtres d'opportunités très intéressantes pour écouter ce qui se dit. Si vous écoutez les candidats de droite, là vous retrouverez tout ce que je dis, hein, c'est-à-dire les voies parallèles, on y va, hein, fin du collège unique, examen après le CM2, etc. Donc voilà, pour le programme de droite. Mais si vous écoutez le programme de gauche, qu'est-ce que vous entendez? Ah ben moi je voudrais une école qui lutte contre les inégalités scolaires. Bon d'accord, et vous? Ben moi je voudrais une école qui lutte contre les inégalités scolaires. D'accord, et vous? Une école qui lutte contre les inégalités scolaires. Et Blanquer, une école qui lutte contre les inégalités scolaires. Donc en fait, si vous voulez, il n'y a pas de proposition. Aucun ministre ne va arriver en disant moi je ne veux pas lutter contre les inégalités scolaires, désolé, je pense que c'est très bien, on va continuer, on va les entretenir, etc. Donc il n'y a pas de proposition. Il n'y a pas véritablement de proposition au sens de proposition de vision. La première chose à se demander, c'est donc quelle société souhaitons-nous demain et de quelle école avons-nous besoin pour commencer à préparer cette société de demain. Si on ne commence pas par la fin, c'est-à-dire le but vers lequel on va, on ne pourra pas réfléchir à l'école. Parce que cette question-là est une question fondamentale, parce qu'elle va déterminer à la fois des réformes de structure, c'est-à-dire au fond, est-ce qu'on continue avec ce système de cycle primaire, collège, lycée? Est-ce qu'on continue avec ce système de lycée pro, de lycée général? Est-ce que c'est pas le moment de mettre à égale dignité les savoirs, des savoirs pratiques et des savoirs intellectuels, par exemple? Est-ce qu'on va pas vers une société dans laquelle on va avoir besoin de gens qui ont des compétences dans les savoirs pratiques qui sont aussi reconnaissables, voire même beaucoup plus utiles que les savoirs intellectuels? Est-ce qu'il n'est pas temps de repenser ce que Paul Robin appelait il y a fort longtemps l'éducation intégrale? C'est une piste possible. Nous allons vers une société dans laquelle la dimension environnementale va être absolument majeure. Que proposons-nous comme école qui puisse préparer à tous ces enjeux environnementaux? Que proposons-nous comme école qui puisse préparer les élèves aussi à affronter les autres pandémies qui nous attendent lorsque celle-ci sera prétendument terminée? Que proposons-nous comme école, ne serait-ce que comme école tout
simplement le lieu, l'espace, l'environnement, l'architecture, qui soit une école dans laquelle on apprend à débattre, dans laquelle on apprend à accueillir l'ensemble des enfants, quelle que soit leur catégorie sociale, dans lesquels il y a par exemple des espaces qui ne soient pas simplement des classes, mais qui soient des espaces de discussion entre adultes et élèves, sans que ce soit dans le cadre d'un cours. Tout ça, ce sont des propositions qui sont très concrètes, qui doivent être mises sur la table et qui vont conditionner précisément l'école dont nous avons besoin demain. Et surtout, que proposons-nous comme contenu d'enseignement? Et je vais terminer là-dessus parce que ça aussi c'est un grand impensé de l'école aujourd'hui. Un contenu d'enseignement, c'est un jargon de sciences et d'éducation pour dire quel programme scolaire. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit enseigner aux enfants. C'est en fait une question brûlante qui regarde l'ensemble de la société et dont je trouve la société parfois a tendance un petit peu à se désintéresser, sauf certaines disciplines. Alors l'histoire, ça intéresse bien la société. Hein. Si vous changez une virgule d'un programme d'histoire, ça fait la une du 20h. Mais il y a plein de disciplines pour lesquelles les gens s'en désintéressent. Or, c'est une question démocratique fondamentale. Que souhaitons-nous que nos enfants apprennent pour se construire comme acteurs au présent et comme acteurs au futur? C'est une question qui est absolument fondamentale. Quel type de contenu d'enseignement? Est-ce qu'on continue avec des programmes tels qu'ils fonctionnent aujourd'hui, c'est-à-dire des programmes qui ne fonctionnent qu'avec une logique de gavage d'oie, de ce qu'on appelle de la pédagogie bancaire, c'est-à-dire des programmes qui sont tellement lourds, qui sont tellement imposants, qui sont tellement fétichisés par les enseignants qu'on ne peut qu'aller au pas de course et on n'a absolument pas le temps de réfléchir à des dispositifs pédagogiques qui permettent à tous les enfants, justement, d'où qu'ils viennent, de comprendre ce dont on est en train de parler. Donc des programmes qui procèdent en réalité par une sorte de, caporalisation des élèves dans une attitude qui est purement une attitude obéissante et une attitude juste d'adhésion à ce qu'on leur raconte. Alors si on continue comme ça, effectivement, ça donne ce que vous décriviez. Ça donne, je raconte la Première Guerre mondiale à mes élèves et ils sont obligés d'y croire. C'est ça, la pédagogie, effectivement, d'adhésion. Voilà. Est-ce qu'on continue là-dedans? Donc, est-ce qu'on continue avec ces programmes astronomiques, avec ces contenus d'enseignement qui ne sont pas pensés comme, justement, des savoirs qui ont été élaborés, mais qui sont pensés uniquement comme des savoirs aboutis? Ça me semble un enjeu fondamental parce que la question que ça pose, c'est précisément l'apprentissage d'un esprit rationnel et le rapport à la vérité. Si nous continuons à fonctionner uniquement avec des savoirs qui sont présentés comme aboutis, ceux auxquels il faut croire, ceux auxquels il faut adhérer. Alors effectivement, dans notre société, qui est une société de multiplication des discours et de mise en équivalence des discours, réseaux sociaux, médias, etc., alors le discours de l'école ne sera qu'un discours parmi d'autres. Et alors effectivement, je raconterai la Deuxième Guerre mondiale, je raconterai le génocide des Juifs à des élèves et j'aurai des élèves en face de moi qui me diront « ce n'est pas vrai, ça n'a jamais existé » et je n'aurai pas d'autre choix que de leur dire « si, tu dois me croire, car moi je suis le maître et je dis la vérité ». Et comme il sera dans un autre rapport à la vérité, enfermé parfois dans des logiques pas simplement négationnistes, mais aussi des logiques conspirationnistes, complotistes, vous savez tout ça, eh bien en lui disant « tu dois me croire », je ne ferai que confirmer ce qu'il croit, c'est-à-dire que forcément je lui mens. Et donc, nous n'avancerons pas. Et donc, je serai un discours qui, en réalité, nourrira sa perception du monde, qui est qu'il existe plusieurs discours, c'est-à-dire sa perception zémourienne, il existe plusieurs discours, et lui a tout à fait le droit d'avoir la sienne, et moi j'ai tout à fait le droit d'avoir la mienne. Comment on lutte contre ça? C'est souvent valable dans l'histoire, c'est aussi valable dans la SVT par exemple, c'est des discours de contestation que l'on retrouve aussi beaucoup sur les questions de genre, sur les questions de créationnisme, et à la limite on pourrait se dire démocratiquement, c'est intéressant, ça veut dire que ce sont des jeunes qui se donnent le droit de la contestation et du doute. Sauf qu'évidemment, on est tellement dans un paradigme scolaire qui consiste à injecter de la vérité et à injecter des savoirs aboutis qu'on est complètement décontenancé quand on a des élèves qui commencent à contester. Comment faire face à ça? Eh bien, je suis d'accord, il faut en revenir à la science. Mais la science, c'est pas que les maths et la physique.
En histoire, par exemple, on a une méthode historienne. La méthode historienne, c'est je vais à la source, je vais aux sources, je m'empare des sources, j'en fais une critique interne, ce qu'elles disent, externe, d'où elles viennent, comment elles ont été produites, je les compare, je les confronte, j'établis la preuve. Les sciences humaines et sociales, elles établissent des preuves. Et quand vous avez des élèves qui disent non, ça ne sert à rien de leur dire tu te trompes, il faut leur répondre ok, on va chercher. On va chercher. Et donc il faut leur répondre on fait de l'histoire. Alors attention, ok, on ne dit pas ok à quelqu'un qui dit la Shoah n'a jamais eu lieu, hein. Évidemment. Hein. Là, on commence quand même par dire que, évidemment, c'est un discours déjà qui est légalement répréhensible et qui, par ailleurs, renvoie à l'antisémitisme, etc. Hein, comprenons-nous bien. Mais en revanche, c'est un enfant, c'est un adolescent, on ne le laisse pas suspendu sur une sanction, sur une répression, on essaie quand même de faire en sorte qu'il change d'avis. Donc on dit on va chercher. Voilà. Et la seule manière de s'en sortir quand on est face à ce type de comportement, c'est donc d'accepter à un moment donné de prendre du temps. Il n'y a pas d'école publique sans temps, il n'y a pas d'école publique sans cette liberté de disposer de son temps, pour les élèves comme pour les enseignants, de prendre de son temps pour en revenir à la démarche expérimentale. Mais la démarche expérimentale, elle n'est pas uniquement liée aux sciences physiques, aux SVT, aux mathématiques, elle est aussi présente dans n'importe quelle autre discipline scolaire. Et cette démarche expérimentale, c'est une démarche de savoir critique. Il y a tout un dispositif à repenser dans l'élaboration des programmes qui formule des savoirs sous la forme de savoirs critiques, c'est-à-dire de savoirs qui donnent à voir la façon dont ils ont été construits. Qui donnent à voir la façon dont ils ont été construits et qui donnent la possibilité aux élèves de jouer avec eux. De les croiser, de les faire cheminer en eux pour aboutir à l'arrivée, à l'administration de la preuve et à la vérité. Et alors là, le discours de l'école, ou en tout cas le savoir scolaire, se distingue des autres canaux de savoir en circulation, des Twitter, des machins, des Facebook, etc. Il se distingue parce qu'il est le produit d'une démarche, il est le produit d'une démarche expérimentale. Alors je sais bien que vous allez tous me dire c'est difficile à mettre en place, etc. Dans l'école publique telle qu'elle dysfonctionne, soyons clairs, c'est extrêmement difficile. Mais je finirai par ce par quoi j'ai commencé, en vous disant tout simplement que nous sommes là aussi pour continuer à injecter de l'utopie, et les choses vont de toute façon tellement mal que je crois que nous n'avons pas d'autre choix à un moment donné que de rêver d'autres possibles et de faire en sorte de convaincre le plus grand nombre que peut-être un jour ce serait l'école publique idéale. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Des questions ? Oui. Pardonnez-moi, je voudrais poser une question que vous n'avez pas abordée et qui, pour moi, est l'un des soucis principaux lorsque je regarde, après beaucoup d'années, l'évolution de l'enseignement. Si je regarde ce que vous appelez les dominants, que vous stigmatisez, et je vous rejoins, où mettent-ils leurs enfants ? Dans l'enseignement privé, madame. Aujourd'hui, systématiquement. Je les vois, tous ceux. Et donc, notre problème n'est pas de regarder la réforme Blanquer ou de n'importe quel ministre. Notre problème, c'est que fait-on pour l'enseignement public face à une société qui est en train de se diviser et de laisser le pouvoir à l'enseignement privé, ce qui n'était pas le cas ni dans ma jeunesse, ni même pour mes enfants. C'est donc une situation extraordinairement préoccupante. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que vous n'abordez pas, ce sont les parents. Je suis désolé, mais les parents sont extraordinairement agressifs aujourd'hui vis-à-vis des enseignants, et l'enseignement ne marche que là où les parents, non pas sont capables d'apporter du savoir, mais sont capables de dire aux enfants, si tu travailles, tu peux y arriver.
les parents qui valorisent l'enseignement arrivent à vaincre les malédictions de notre société. Ceux pour qui c'est indifférent, ce qui est hélas la grande majorité d'entre eux, qui ne voient qu'un service qui doit leur rendre parce qu'ils ont payé je ne sais quoi, cela, ça ne peut pas marcher. Et ce sont des points indépendants de ce que vous n'aimez pas dans la réforme de tel ou tel ministre. Ce sont des points beaucoup plus importants et plus fondamentaux à mon avis. Alors monsieur, je vais vous répondre très clairement. C'est pas ce que j'aime pas dans la réforme de tel ou tel ministre. Ce sont des analyses, vous pouvez ne pas être d'accord, mais ça n'a rien à voir avec le fait d'aimer et pas d'aimer. Deuxièmement, les dominants, ma question c'est pas tellement de les stigmatiser, c'est simplement de dire qu'il faut se reconnaître comme dominant. Moi j'ai aucun problème à dire par exemple que en tant qu'enseignante, j'ai des enfants qui vont avoir beaucoup plus de facilité à l'école parce que voilà, ils auront été socialisés dès le plus jeune âge avec des codes qui sont des codes scolaires en réalité. Voilà, j'ai pas de problème à le reconnaître, donc je ne m'auto-stigmatise pas, simplement la prise de conscience permet de sortir un petit peu justement de cette réification de du statut de dominant. Maintenant, vous posez deux questions qui se rejoignent. Sur la première, je suis absolument d'accord avec vous, j'en ai pas parlé faute de temps, mais je pourrais en parler longtemps. En effet, il y a, je vais la reformuler, votre question, en effet, il y a une perte dans la société du sens du service public, qui ne touche pas d'ailleurs que l'école. Et c'est absolument fondamental. Et vous avez raison, même dans les familles, et je vais pousser le bouchon encore plus loin, de gauche, on met ses enfants dans les écoles privées ou dans les écoles hors contrat, Montessori, etc. On arrive dans des quartiers qui sont des quartiers très relégués, dans le 19e arrondissement, mais on ne met pas son enfant dans le collège du 19e arrondissement, on le met dans le collège privé ou dans une école Montessori qui vient de s'ouvrir et qui évidemment profite bien de ce marché-là. Je suis tout à fait d'accord avec vous et c'est un vrai problème et j'aurais pu en parler. Moi, je suis une adepte d'une formule très simple, l'argent public pour les écoles publiques. Donc, si vous voulez mon avis sur l'école privée, c'est rapide. Je peux vous le donner rapidement. Mais je pense que ça relève en effet d'une perte du sens de service public. C'est-à-dire, au fond, qu'est-ce que ça signifie un service public? Exactement comme pour la santé, ça signifie que je consens à l'impôt parce que je trouve important que les personnes malades puissent se soigner même si je suis en bonne santé. Et quand je serai moi-même en mauvaise santé, je considère important qu'on ait cotisé pour que je puisse me soigner. Eh bien, je consens à l'impôt parce que je considère que c'est important que tous les enfants puissent pouvoir être scolarisés, apprendre dans de bonnes conditions, même si le mien, de toute façon, lui, il a absolument des conditions qui sont des conditions ultra favorables. Ce sens-là du service public a disparu. On pourrait appeler ça l'intérêt général, on pourrait, en tout cas c'est émoussé, on va pas être complètement défaitiste, mais je suis d'accord, il s'est émoussé, on est en train, effectivement c'est absolument criant de voir que la sociologie aujourd'hui des familles qui mettent leurs enfants dans les écoles privées, c'est pas du tout des familles conservatrices, chrétiennes, catholiques, etc. C'est aussi des familles de la bonne gauche cultivée et qui n'ont pas forcément envie que leurs enfants se mélangent avec d'autres. C'est important, vous avez raison de le dire. Vous en parlez comme Non, pas du tout. J'en parle pas du tout comme une défaite irrémédiable. Je fais un constat et je pense avoir terminé en vous disant qu'au contraire, il fallait qu'on se bouge un petit peu pour changer les choses. Sur les parents, je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec vous. Bon, d'abord, votre remarque recoupe la première. Les parents, je viens d'en parler. Effectivement, il y a des parents qui, par leur comportement, favorisent plutôt les écoles privées que les écoles publiques. Là-dessus, on est absolument d'accord. En revanche, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Lorsque vous dites, il suffit qu'une famille dise à un enfant, tu n'as qu'à travailler, tu vas y arriver. C'est vraiment, si vous voulez, rayer d'un trait 50 ans de sociologie de l'éducation que de croire qu'il suffise qu'une famille dise à son enfant, travaille et tu vas y arriver. Je vous raconte juste une anecdote. 3 ans, une petite de 3 ans, à l'école maternelle. Sa maîtresse lui dit, réfléchis. École maternelle dans un quartier populaire très difficile. Réfléchis. Elle lui répond, je sais pas ce que ça veut dire, madame. Réfléchis dans ta tête. Je ne sais pas ce qui se passe dans ma tête.
C'est ça concrètement aussi, des très jeunes enfants qui sont dans des familles dans lesquelles la question du travail, elle se pose pas dans des termes de travail scolaire. La question de la réflexion, elle se pose pas dans les mêmes termes que des enfants d'autres familles, comme moi par exemple, qui vont apprendre les couleurs et apprendre à compter dès qu'un enfant va avoir 1 ou 2 ans. Il y a des apprentissages qui sont socialement différenciés, monsieur. Il ne suffit pas à une famille de dire à ses enfants « travaille », tout comme il ne suffit pas à un enseignant, on le sait tous, de dire à des gamins « travaille ». Mais beaucoup vont vous répondre « mais madame, moi je travaille ». Madame, vous me permettez une anecdote? Il y a une fondation qui existe, son nom c'est Loris, qui distribue des bourses à des bacheliers des zones d'éducation prioritaire qui ont une très belle mention au bac et qui viennent de familles en général immigrées, en tout cas de milieux extrêmement pauvres. Chaque année, ils remettent, je ne sais plus combien, 20, 30 bourses, j'ai oublié. Et puis, il y a eu une espèce de cérémonie où on fait venir, j'ai été convié, on fait venir des lauréats des années précédentes, ceux à qui cette bourse a permis de poursuivre après le lycée. Leur discours est unanimement le même. S'ils ont réussi à faire des études, je ne sais pas quoi, de droit ou de médecine, qui a priori leur étaient interdites, c'est la conjonction d'un enseignant qui les a effectivement qui leur a ouvert les yeux, et de parents qui étaient tout à fait incapables de leur apporter le moindre savoir en général, mais qui leur ont dit, répété, si tu travailles, tu peux t'en sortir. Monsieur, vous savez comment Ferdinand Buisson appelait ses enfants? Il les appelait des exceptions consolantes. Exception consolante, est-ce que vraiment j'ai besoin d'expliquer? En fait, c'est une critique de la méritocratie républicaine. C'est-à-dire l'idée que, bien sûr, il y en a qui s'en sortent. Moi, vous m'avez raconté, là, vous savez quelle histoire vous m'avez raconté? Vous m'avez raconté l'histoire de mon père. Donc, je suis bien placée pour être consciente de ça, hein, d'un petit paysan qui est devenu médecin, grâce à un enseignant et grâce à une maman qui lui a dit, maman seule, qui lui a dit travail. Voilà. Sauf que, bien sûr, il faut s'intéresser à ces élèves-là, et c'est particulièrement important, mais combien sont-ils par rapport à ceux qui restent sur le bord de la route? L'école publique, elle est là aussi pour ceux qui restent sur le bord de la route. C'est ça que j'essaie de réaffirmer. Ce que je voulais dire, c'est que les parents doivent jouer un rôle. Mais je ne dis pas qu'ils ne doivent pas jouer de rôle. Si, beaucoup leur disent. Je ne dis pas qu'ils ne doivent pas jouer de rôle, mais ça s'apprend aussi. C'est pas si simple. Et en tout cas, je ne pense pas que ce soit suffisant de leur demander de dire à leurs enfants de travailler. Je voulais juste intervenir pour rebondir parce que vous avez évoqué la question de le sujet Parcoursup et justement ça rebondit aussi un petit peu avec ce rapport à l'effort et ce regard que peuvent porter à la fois peuvent porter les élèves mais aussi les familles par rapport aux résultats et la pression qu'il peut y avoir sur les résultats qui leur permet d'accéder ensuite aux places dans le supérieur. Et c'est un sujet qui devient délicat puisque il y a une telle pression, il y a de plus en plus d'élèves qui ont leur baccalauréat et c'est une bonne chose et ça fait partie des objectifs qui ont été à l'échelle de l'Europe et on est arrivé à atteindre ces objectifs même un peu au-delà des objectifs premièrement fixés, donc c'est une excellente chose. Ceci étant, le nombre de places dans le supérieur à la fois à l'université et dans les établissements publics n'a pas véritablement énormément augmenté, c'est surtout ça a été au profit d'écoles privées et donc actuellement il y a des élèves en première et terminale qui travaillent malgré tout, qui n'ont pas forcément des résultats extraordinaires mais qui n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs en termes d'orientation et parfois ils veulent faire un BTS multimédia. J'ai cet exemple dans la tête parce que j'avais un élève comme ça il y a 2 ans, il vivait avec sa maman qui était institutrice qui avait donc un revenu qui n'était pas tout à fait extraordinaire sur Paris, région parisienne, et donc il n'a pas été pris dans le public, et donc il s'est retrouvé avec une place dans le privé qui était donc la même formation, vraiment l'école était tout à fait très bien, mais bien plus cher que ce que proposait finalement la formation dans le public. Donc il y a aussi cette question-là, et ce qui se passe pour accéder au supérieur
est aussi peut-être aussi en train de se passer dans le secondaire, c'est-à-dire que maintenant il y a aussi des stratégies de familles qui préfèrent mettre leurs enfants dans des établissements privés en supposant que c'est pas bon, la formation sera différente, mais aussi leur permettra d'accéder plus facilement à des places dans le supérieur ou aux places escomptées. Et donc c'est vrai que ça change aussi ce point-là. Il change aussi un peu les règles du jeu, si je puis dire. C'est pas vraiment un jeu, hein, mais voilà. Donc, le rapport à l'effort, il n'est pas, même si voilà, ça devrait être aussi, on travaille avec cet objectif-là, hein, de ce rapport à l'effort, mais l'effort parfois ne permet pas d'accéder, et vraiment ils sont très loin de pouvoir accéder à ce qu'ils souhaitent. Ce qui est particulièrement douloureux pour certains gamins. Ce qui est douloureux, puis pour certaines familles qui n'ont pas les moyens aussi de leur permettre d'accéder à une formation de qualité. Et là, une fois de plus, grande inéquité, puisque ce sont les familles qui ont les moyens, qui connaissent les stratégies, qui peuvent leur permettre d'accéder aux écoles post-bac, quelles qu'elles soient, hein, qui sont beaucoup plus chères, ou qui leur permettent, par des classes préparatoires privées, d'accéder ensuite à des formations qui sont des formations de grande qualité. Hein. Voilà, donc ça renforce encore l'inéquité. Note d'espoir, disions-nous. Sans doute, on ne pourra pas éviter de continuer d'œuvrer à du crédit public pour l'école publique. Je remercie Laurence de Coq d'avoir repris et développé ce que je n'ai guère eu le temps de développer en propos tout à l'heure, sur l'importance du contenu et des modes d'appropriation de ces contenus. On voit souvent les savoirs à l'aune des programmes. Si on veut que les contenus, les programmes et la scolarisation soient une fête pour tous les enfants, on parle d'utopie. Comprendre ce qui jusqu'ici me résistait, et quel que soit l'âge des apprenants, ça vaut aussi pour des adultes, ça fait l'objet d'une grande jubilation. On parlait de cette expérience scolaire et qui peut aussi avoir des effets retournants quand les parents voient arriver leur enfant, tout stimulé d'avoir compris, exploré des domaines qui lui semblaient jusqu'alors impossibles à comprendre, impossible d'accès, et il faut, je pense, travailler sur cette question-là de façon très forte. Il me semble que le travail sur l'épistémologie des savoirs un peu a traversé depuis le début de nos débats ce qu'on évoquait. Il me semble que c'est un objet assez largement oublié des programmes et de la réflexion, et pour ce qui concerne le GFEN, on se reconnaît tout à fait dans ce qu'exposait Laurence de Coq sur l'importance de travailler sur la grammaire des disciplines. C'est comment les savoirs prennent place à un moment donné contre l'opinion, contre les allants de soi, contre les impressions premières, pour reprendre, pour faire un clin d'œil à Bachelard. Et bref, l'école peut être très jeune et quels que soient les âges, une belle expérience. Et je pense que si le privé, évidemment, se nourrit des aides qu'on peut lui donner structurellement par choix politique, elle se nourrit aussi des faillites et des faiblesses de l'école publique. Et je crois qu'il nous faut prospecter une école publique qui peut-être arrête de s'aveugler avec le programme, mais décide de travailler d'un certain nombre de concepts de façon conséquente. Faisons confiance aux élèves. Si ça va suffisamment loin, ça va retourner leur rapport à l'histoire ou leur rapport aux sciences, et bien sûr les mathématiques étant inclus dans les sciences. Il y en a qui font cette découverte-là en classe de seconde. Voilà, mais il n'est jamais trop tard pour récupérer un certain nombre de choses. Voilà, et je pense qu'on peut aussi mettre en avant un certain nombre de belles victoires, et parmi les utopies à travailler, il nous faut continuer de travailler sur cette question, encore une fois, qui est un grand aveugle des prospections pour demain.
Alors, je voudrais pas être négative, pardon. On vient d'avoir le nom de celui qui prend la tête du Conseil supérieur des programmes, et je pense pas qu'on va aller dans ce sens-là. Alors, il s'appelle... il est connu parce qu'il a fait un texte sur la défense du christianisme dans l'école. Donc, je vais vous donner son nom, parce que moi je ne le connaissais pas, c'est un philosophe. Il est là. Ouais, il a fait un texte célèbre là, qui est en train de circuler sur Mark Sheringham, il s'appelle. Un texte publié dans Famille chrétienne qui s'intitule « Réintroduire le christianisme dans le débat éducatif ». Inspecteur général de philo. Inspecteur général de philo. Tu connais ton toi? Oui, c'est inspecteur. Ah bon, voilà. Bon, Voilà, c'était si une on petite avait anecdote. encore- Je suis pas sûre qu'on aille dans ce sens-là. Mais Si bon. on avait encore de l'angélisme sur ce qui est en train de se passer, je crois que ça nous est... Beau-frère de Fillon? Ah. Bon, rien d'étonnant en même temps. Ouais. D'autres questions? Je voudrais continuer. Vous pensez donc qu'il serait quand même utile de revoir la trajectoire des bacs pro et rouvrir l'université ou les formations, on va dire, classiques à l'université en licence au bac professionnel? C'est ça? J'ai entendu cela. Moi, vous savez, je pars toujours en fait d'un principe, parce que ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire que si on perd les principes, on est condamné à faire que du rafistolage. Mon principe, c'est que tous les jeunes doivent pouvoir faire les études qu'ils souhaitent, et l'université doit retrouver sa tradition, qui est une tradition d'accueil universel. C'est mon principe. Alors, en l'état, je sais bien que c'est impossible, que tout le monde va me dire, il n'y a pas assez de profs, il n'y a pas assez de place, etc., etc. C'est pas pour autant que je dois abandonner mon principe. Voilà. Donc, je considère que si un élève de lycée pro souhaite faire de l'histoire ou faire de la sociologie parce qu'à un moment donné, il a le désir de mieux comprendre la société dans laquelle il vit, parce qu'il en a marre de faire cette filière de lycée professionnel, parce qu'il a envie d'explorer ce qu'est l'université, etc., nous n'avons pas le droit de le priver de ce droit. Voilà, je considère que c'est ce principe qui doit nous guider, mais pas un principe qui est un principe purement austéritaire, budgétaire et adossé aux besoins du marché, en disant on a besoin de tant de spécialistes du numérique, tant d'électrotech, tant machin, etc. Voilà, mais parce que je pense... Et puis l'autre principe important, c'est, je le disais tout à l'heure, le droit à l'erreur. Je considère comme vraiment très très problématique que l'on demande à des enfants de 15 ans, parce que c'est à 15 ans en réalité, en seconde, de se déterminer sur ce qu'ils veulent faire dans la vie. Je considère que ça comme dramatique. Et par ailleurs, on sait bien, parce qu'on a des études de sociologie qui le montrent, que certains lycéens qui sont orientés en voie professionnelle à l'issue de la troisième le sont contre leur gré. Donc c'est bien qu'il y a un moment où ça va pas, et donc il faut rétablir une forme de justice aussi en donnant la possibilité à un moment donné de rectifier le parcours s'ils le souhaitent. Les efforts doivent être mis au niveau des universités, par exemple. On n'a pas parlé des universités, mais les universités sont dans un état catastrophique. Oui, ça implique automatiquement de reconstruire les maquettes de licence. Elles ne sont pas adaptées à... Si c'était qu'une question de maquette... Non, maquette, ça va plus loin. Mais voilà, c'est repenser l'université. C'est pas évidemment pas qu'une question de maquette. Ça implique de recruter un nombre d'enseignants. Qu'est-ce que vous proposez donc justement quelle réforme de la licence proposeriez-vous si on ouvrait comme ça largement les vannes? Déjà, c'est pas forcément une réforme de la licence. Moi, ce que je propose, c'est déjà de recruter des enseignants. Recruter des enseignants pour avoir la capacité d'accueil. C'est pas uniquement une question de force. Alors, mais c'est absolument majeur. C'est majeur. Oui, c'est même. J'entends, mais on peut pas limiter uniquement ça à une question de ressources humaines. Non, mais c'est beaucoup plus important. Il y a aussi une question de contenu et d'adaptation des contenus. Mais c'est beaucoup plus important qu'on ait déjà les structures pour les accueillir et donc les gens pour les accueillir. Ensuite,
évidemment, ça s'accompagne d'une réforme de structure et de contenu. De structure, effectivement, il y a plein de choses qui sont faites. On peut penser, par exemple, ça existe déjà, d'ailleurs c'est un petit peu fait, à des L1 qui soient des L1 dites portail, c'est-à-dire des L1 un peu pluridisciplinaires qui permettent à l'issue de la L1 de se déterminer dans un champ qui est plutôt un champ littéraire ou plutôt un champ scientifique. Il y a des licences, un peu la même chose, ce sont des licences pluridisciplinaires, dont certaines d'ailleurs mènent au concours de professeurs des écoles, qui essaient de reprendre un petit peu la philosophie des écoles normales. Bon, voilà, donc il y a plein de choses qui sont pensées. Il y a des systèmes de passerelles aussi qui sont pensés d'une L1 à l'autre. C'est ça aussi le droit à l'erreur. Mais la question du recrutement des enseignants, elle est loin d'être anecdotique. Par exemple, si un enfant monte du lycée professionnel, si un élève monte du lycée professionnel, évidemment qu'il va avoir besoin d'un encadrement et d'une forme d'un encadrement plus individualisé, ne serait-ce que pour travailler la question de la démarche, de la méthode, etc. Et donc ça se fait avec du personnel aussi, et puis avec des heures disponibles. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas penser uniquement une réforme des maquettes, il faut vraiment repenser toute la structure. Je pense même d'ailleurs qu'il faut construire de nouvelles universités en réalité. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas les capacités d'accueil dans le nombre d'universités là actuellement existant en France. Donc c'est un projet qui est majeur et qui suppose de penser tout en articulation, le secondaire avec le supérieur. Mais je pense que c'est un principe sur lequel il ne faut pas capituler et qui relève, à mon sens, du droit à l'éducation, en fait. Alors, la place des classes préparatoires aux grandes écoles, parallèlement, on parle que de la licence qui doit régler tous les problèmes sociétaux. On ne parle pas du tout des classes prépa grand oubliées ou grand impensées à chaque fois. Quel est votre projet ? Alors moi j'en ai un petit peu parlé par un message subliminal, hein. J'ai dit que plus on laissait coexister des voies parallèles et plus on luttait contre la démocratisation scolaire. Donc si vous voulez, en termes de voies parallèles, la prépa, je pense que ça se pose là. Donc si vous me demandez mon avis sur les prépas, je trouve scandaleux qu'un élève de prépa coûte aussi cher par rapport à un lycéen, par exemple. Il y a un chiffre qui est donné régulièrement par Jean-Paul Delahaye qui compare ce que coûte un élève de prépa par rapport à un élève d'éducation prioritaire. On est sur des taux de 40 fois plus. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas dans un système comme celui-ci. Bon, maintenant ça c'est une première chose. Donc moi je pense à terme que ce serait bien de fondre tout ça dans un système universitaire. Mais c'est mon avis. Maintenant, quand on touche aux prépas en France, généralement, c'est explosif. Alors, le dernier à avoir essayé de le faire... La réponse, un petit peu les points de vue de la salle sur cette question. Je peux juste terminer ce que j'étais en train de vous dire ou... Oui, allez-y, mais j'aimerais bien que effectivement le public réagisse là-dessus. Allez-y. Le dernier qui a donc essayé de le faire, c'est Vincent Payon, donc un ministre de gauche, qui a tenté de prendre de l'argent sur le budget des prépas pour les donner à l'éducation prioritaire. Et il y a eu levée de bouclier, pas dans la rue, levée de bouclier au ministère, de la part en fait de tous les cadres ministériels qui étaient tous passés par les prépas, donc les anciens de Louis le Grand, les anciens d'Henri IV, etc. Et voilà. Et donc ils ont appelé Payon, comme ancien d'Henri IV, en disant qu'est-ce que tu fais, et ils ont reculé. Donc je veux dire, toucher aux prépas, c'est absolument explosif. C'est l'une des raisons pour lesquelles Jean-Paul Delahaye, son DGESCO, a démissionné d'ailleurs. Alors. Réaction de la salle. C'est très rare que je sois en désaccord avec Laurence Decoq, mais là, je dois dire que je ne suis pas d'accord sur la position des prépas pour différentes raisons que je peux détailler. Alors, bien sûr que l'enseignement en classe préparatoire a un coût. Mais pour avoir connu de l'intérieur... qui a été donné tout à l'heure, vous n'étiez pas encore là, c'est 10 000 euros le coût d'un étudiant et 15 000 euros le coût d'un préparationnaire. Je vais corriger, c'est 10 000 euros coût de l'enseignant-chercheur, c'est-à-dire que en fin de... le coût recherche. D'accord. Voilà, c'est-à-dire que la recherche compte. Parce qu'un lycéen, on est plus proche de entre 7 et 8 000, donc le gap est encore plus fort. Non, j'ai parlé d'un élève d'éducation prioritaire, j'ai pas comparé avec un lycéen, j'ai parlé d'un élève d'éducation prioritaire. Alors, sur le calcul des coûts, d'abord, la première chose que je veux dire, c'est que
Bien sûr que c'est extrêmement important de compter, mais que la vision comptable d'un certain rapport à justement l'émancipation et l'intégration importe. Et moi, pour avoir connu de très près, non pas Henri IV et Louis le Grand, mais de petites prépas, ou de nombreuses prépas qui n'ont pas le prestige de certaines, c'est la plus grande école d'intégration sociale que j'ai vue et qui fonctionne, et comme on essayait de le dire, qui ne sont pas une voie parallèle, c'est le public, et c'est comme un aboutissement d'un cursus scolaire. Donc sur ce point-là, moi je suis absolument en désaccord, et je serais de ceux qui défendent les prépas et ce qu'on appelle sottement des prépas de proximité, qui sont des prépas de bassin, parce que j'ai vu à l'œuvre le processus d'intégration que ça permettait. Je peux répondre là-dessus? C'est systématiquement la réponse qui est faite lorsqu'on essaye de toucher aux prépas. Moi, j'ai bossé 16 ans à Nanterre, il y avait une prépa qui était géniale. Oui, mais notre petite expérience, elle ne suffit pas pour penser toute une structure. Alors, je suis désolée, mais la question des finances, lorsqu'il s'agit de mettre en visibilité le différentiel de financement des plus nantis par rapport à ceux qui en ont le plus besoin, c'est une question majeure. C'est une question majeure, c'est pas une question anecdotique, c'est pas juste une question matérielle. Lorsque on se refuse à dire qu'on donne plus à ceux qui en ont le moins besoin et qu'on ne donne pas assez à ceux qui en ont le plus besoin, c'est une question d'émancipation. Ça s'appelle la redistribution équitable des richesses. Enfin, pour moi, c'est quelque chose qui est fondamental. Je ne dis pas que ces petites prépas de proximité, elles sont pas bien, elles sont certainement très très bien pour les élèves. N'empêche qu'on peut tout à fait imaginer que ce soit des classes d'intégration, que ça se passe aussi très très bien dans un monde universitaire qui soit refondé, avec des effectifs moins importants, avec du pluridisciplinaire, avec pourquoi pas. Ça s'imagine aussi. Voilà. Donc le système de prépa, même si bien sûr il y a des prépas dans des milieux, dans des lycées populaires, etc., c'est quand même une structure qui a un sens dans l'histoire de l'école française. D'ailleurs, il n'y a qu'en France que ça existe à ce point, qui a un sens, et ce sens, c'est quand même la question de la sélection. Donc soit on décide à un moment donné que oui, on continue à pousser dans le sens de la sélection, soit on décide d'en finir avec la sélection. Moi, je considère qu'on peut se poser facilement la question de savoir si on en finit avec la sélection, mais parce que c'est une logique de démocratisation. Une question justement pour rebondir sur Oui, juste pour rebondir sur votre analyse, c'était de savoir si la question de l'inégalité dans l'éducation en France, où on a vu que la France était parmi les pays les plus inégalitaires au monde en termes d'éducation, est-ce que ce n'était pas justement lié à cette filière des classes préparatoires qui est aussi unique en France par rapport aux autres pays? En tout cas, c'est ce que supposent les chercheurs et c'est ce que montre la recherche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que les derniers résultats montrent, c'est que la France est l'un des pays les mieux placés pour faire réussir, comme on dit, ceux qui réussissent déjà bien, et en particulier avec son système de prépa et de grandes écoles, et que c'est l'un des pays les plus mal placés pour faire réussir les enfants en difficulté. Le différentiel est énorme. La France est extrêmement douée pour faire réussir les enfants qui sont bons. C'est elle qui les amène le plus loin possible. Et l'une des raisons, c'est effectivement, c'est ce que j'appelais les voies parallèles, l'une des raisons, c'est effectivement ce système de prépa et de grandes écoles. Il faut y réfléchir, on ne peut pas faire l'économie de cette réflexion-là, c'est une réflexion majeure, on ne peut pas la balayer d'un revers de la main. Elle met en jeu aussi tout ce dont on discutait tout à l'heure, la question du mérite, la question de l'effort, etc. Tout ça, c'est lié. Et il y a aussi des enjeux budgétaires là-dedans. On donne le moins d'argent en France, nous sommes un pays qui donne le moins d'argent aux enfants qui en ont le plus besoin. Ça n'est pas rien comme proposition. Ça n'est pas rien en fait. Il y a une suggestion, je lis le chat, le micro. Le prix d'un étudiant d'université dépend de la filière. Il faudrait donc supprimer tous les parcours où il y a peu d'étudiants.
Qu'est-ce que vous pensez de Non, moi je considère, vous commencez à me connaître un tout petit peu. On ne supprime pas des parcours. Je veux dire, à partir du moment où il y a des étudiants qui veulent faire ces parcours-là, on les laisse ouverts. Parce que c'est pour les mêmes raisons que je donnais tout à l'heure. Parce qu'il n'y a pas de raison que sous prétexte que ce soit pas bankable, on ferme. Bah non, il y a des étudiants qui veulent y aller, bah faut les laisser ouverts, voilà. C'est ça l'université. Bon, alors excusez-moi. Moi, c'est vrai que j'ai aussi réagi un petit peu, comme ancienne de prépa, et je vais même vous dire que j'ai été à l'école normale institutrice. Comme j'avais des bons résultats, eh bien, on m'a laissé aller en classe préparatoire, et après, donc, j'ai fait l'école normale supérieure. Et donc, j'ai eu un contrat de 10 ans ensuite dans l'enseignement, parce qu'il ne faut quand même pas l'oublier. Mais donc, toute ma scolarité a été payée, effectivement. Mais j'ai aussi entendu dire qu'il y avait des classes préparatoires qui n'étaient pas remplies. Alors, ce qui m'a un peu choqué dans ce que vous disiez, c'était d'opposer les classes préparatoires aux classes de ZEP. Qu'on oppose les classes préparatoires à la faculté, je comprendrais, parce que l'objectif est le même, c'est le supérieur, et c'est faire des études ensuite après le lycée. Qu'on oppose les classes prépa aux ZEP, ça fait un raccourci assez saisissant. Mais je parle d'une ligne budgétaire du ministère de l'Éducation nationale. Les profs de classe prépa sont payés par le ministère de l'Éducation nationale, les profs de l'université sont payés par le ministère de la Recherche. Mais oui, mais donc c'est pour ça que la comparaison se justifie. À l'intérieur d'un même budget, une part minime est donnée à l'éducation prioritaire et une part maximum est donnée aux classes prépa. C'est ça que je veux dire. C'est pas une comparaison de profil d'élèves. D'accord. Bien, merci. Excusez-moi. D'autres questions? Oui. Je voulais dire aussi, je suis du même parcours que la dame, et de mon temps, beaucoup de gens avaient accès à les formations de professeurs, etc. Alors que peut-être ils n'auraient pas eu accès sans passer par ces parcours facilité. École normale primaire, prépa, école normale supérieure. Quand je vois l'école normale supérieure, il paraît que, je ne sais plus les chiffres, mais par rapport au temps de ma jeunesse, le pourcentage d'enfants des milieux populaires a beaucoup baissé maintenant par rapport à mon temps. Alors voilà, peut-être que alors non, c'est en fait. Il y a maintenant. Oui, alors c'est des. Ils sont flagrants. Et donc... Non, en fait, ce sont des statistiques un peu biaisées parce que ce sont des statistiques qui sont calculées à partir des élèves bacheliers. Donc effectivement, il y a, on va dire, 50 ans, il y avait, les élèves, les enfants des milieux ouvriers avaient très peu souvent le bac. Mais ceux qui avaient le bac, en revanche, ils avaient effectivement l'opportunité de poursuivre des études longues. Donc il y avait des pourcentages plus importants dans les grandes écoles ou dans Normal Sup. Aujourd'hui, vous avez beaucoup plus d'enfants d'ouvriers qui arrivent jusqu'au bac, mais en revanche, qui n'ont pas l'opportunité de poursuivre dans des grandes écoles. Les statistiques c'est pas aussi clair que vous le dites. Il n'y a pas eu un recul de la démocratisation de ce point de vue-là. Mais moi, ce que j'entends en vous écoutant, c'est intéressant parce que je vois aussi à quel point c'est difficile de se départir d'un système qu'on a aimé. Et je comprends, je comprends parfaitement que quand on est le produit d'un système, on ait ce désir que ce système se perpétue et on ait ce désir de dire regardez, avec moi ça a marché. Je comprends parfaitement. Malheureusement, on est obligé de constater aussi que les choses ont bougé. Elles ont bougé de façon massive. Vraiment. Et que, par exemple, 85% de bacheliers, ça fait énormément bouger les lignes, parce que ça veut dire que vous avez désormais quand même seulement 15% des jeunes qui n'ont pas le bac, et donc 85% des jeunes auxquels proposer des études supérieures. C'est plus le même monde scolaire, c'est plus la même architecture. Et je comprends qu'on puisse le regretter. Je sais qu'on a tous vécu des moments formidables
d'ascension sociale, de rencontres sociales, etc. Mais il ne vous aura pas échappé que le monde est dur, il est devenu dur, et que les opportunités qui étaient données à des générations il y a 30 ans n'existent plus aujourd'hui. Elles ne se disent plus de la même façon du tout. Temps de conclure. Je voudrais remercier tous les orateurs. Je voudrais d'abord remercier tous les orateurs parce que ce type de débat, avec, semble-t-il, parfois des contradictions apparentes, voilà. En fait, merde, ça marche ce truc ? Oui. Ah bon. En fait, sont, comment dire, mobilisés autour de mêmes idées. La question de la relation du pouvoir avec la formation et des esprits et le formatage, déjà sous Socrate s'était posée. Donc on n'est pas sur un débat qui est un débat réellement, on n'est pas sur un débat qui est franchement neuf, mais nous sommes évidemment confrontés à un monde qui a totalement changé du point de vue démographique, démocratique, et où les questions de l'égalité, les évolutions philosophiques conduisent à se poser des questions qui sont des questions assez fondamentales. Chez tous les enfants, sont les petits-enfants dont on parlait tout à l'heure, dont on a parlé, il y a une forme de ce que j'appelle de libido scientia, c'est-à-dire de ce désir absolument incroyable de comprendre le monde et d'accéder au monde, et puis ça continue, et bon, il y a toute une histoire autour de ça, je ne vais pas du tout rentrer dans les détails, c'est un problème qui m'intéresse beaucoup. Mais aujourd'hui, dans le cadre de l'école de la République, la question qui était posée ce soir, enfin, de comment refaire l'école, comment repenser l'école, c'est la question de conduire l'humain de manière, je dirais, avec des chances équivalentes, d'être dans la société, pour une société de demain, dans un monde de demain. Et je pense que ça pose des problèmes qui contient en lui-même, dans sa générosité, des contradictions et des difficultés qui sont très difficiles à surmonter. Voilà, donc je ne vais pas aller plus loin là-dedans. Évidemment, dans ce qui a été dit, il y a beaucoup de choses que je pourrais reprendre maintenant. Je voudrais remercier les orateurs qui ont posé quand même un certain nombre de questions fondamentales, et je vais revenir quand même sur cette pensée de Lucien Sève, qui est très ancienne, enfin assez ancienne maintenant, qui était de dire que l'inégalité intellectuelle entre les individus est largement le fruit d'une société fondée sur les inégalités. Et ce que nous avons essayé de penser aujourd'hui, c'est la dernière partie de cette pensée de Lucien Sève, c'est qu'il revient à cette société de se guérir de cette inégalité. Moi, je crois que autour de ces questions se posent des problèmes qui sont des problèmes dont on peut penser qu'ils sont solubles en injectant de l'utopie, qu'ils sont solubles en injectant le maximum de chance, qu'ils sont solubles en injectant une sélection, une méritocratie, tout ce qu'on veut. Enfin bref, il y a beaucoup de solutions qui peuvent être pensées, et il y a beaucoup d'impensés qui créent des incompréhensions, je dirais, entre les individus. Je ne vais pas aller au-delà de cela. Je crois que cette question de l'inégalité des chances est une question absolument centrale dans ces questions d'enseignement. Voilà. Je vous remercie, et je remercie aussi tous les auditeurs par visioconférence, qui étaient finalement plus nombreux que ceux qui sont dans la salle, heureusement, parce que c'était un débat qui était extrêmement riche et qui mérite d'être poursuivi. Voilà, je vous remercie et à très bientôt. Et en espérant, pour ceux qui ne font pas partie de l'Union rationaliste, que vous n'oubliez pas d'adhérer à l'Union rationaliste, qui est un lieu de pensée, un lieu de réflexion absolument unique, je pense, et qui mérite d'être soutenu. Voilà.